Bonjour à tous. Vous écoutez Québec-Lévis Regard en 24 minutes. Je m'appelle Louise Boisvert et c'est le deuxième épisode de notre balado d'analyse politique à Québec. Et on va traiter évidemment de la course à la coalition Avenir Québec aujourd'hui parce que les enjeux de la région sont au cœur de cette bataille entre les candidats à la succession de François Legault. Et j'ai nommé le troisième lien qui a vraiment monopolisé l'attention depuis le début de la course. Et on va aussi parler plus largement de transport collectif, le fédéral qui en met moins, le provincial qui en met moins lui aussi. Est-ce que le Québec reçoit sa juste part? Et incursion dans la vie municipale, les infrastructures, de la construction au maintien pèsent lourd sur les finances des villes. Les maires de Québec et de Lévis annoncent déjà des compressions. Avec moi pour en discuter, Alexandre Duval, animateur de Première Heure. Bonjour Alexandre. Bonjour Louise. Et Olivier Lemieux, journaliste spécialisé aux affaires municipales à Québec. Bonjour Olivier. Salut. Première impression de la semaine, Olivier, avec vous? Je ne veux pas dire qu'on l'avait dit, Louise, mais on va quand Mais même c'est ça que vous allez mentionner. dire. Il y a 2 semaines à ce balado, on avait nommé le troisième lien comme un facteur de division important dans cette course à la direction de la CAQ. On avait dit qu'il serait un élément perturbateur et là, on y est. Je pense que dans la capitale nationale, on sait l'importance de la région pour la CAQ et surtout le rôle qu'a pu jouer le troisième lien dans l'ascension de la CAQ à Québec. Ouais. Donc, on est là. Alexandre? Contradiction. François Legault nous dit que tout le monde est pour le troisième lien, alors qu'on a eu la démonstration tout de suite après que ce n'était pas nécessairement le cas. Jonathan Julien nous dit que le projet n'est pas sur pause. Appelez ça comme vous voulez. Quand on attend un consensus avant de dire on passe à la prochaine étape, c'est une pause. Contradiction pour vous. Cette semaine, c'est notre collègue Alexandre Bellemare, journaliste à Lévis, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Louise. Notre balado, je vous le rappelle, il est enregistré toutes les 2 semaines et vous pouvez vous inscrire par texto au 88-670-9071 et vous écrivez le mot « regard » et chaque épisode vous sera acheminé automatiquement avec votre café le samedi matin, sachez-le. Et donc, on va mettre la table pour notre premier sujet d'actualité cette semaine. Le troisième lien a entre-déchiré les membres de la CAQ à l'Assemblée nationale. Christine Fréchette demande du temps pour réfléchir sur la meilleure option alors que Bernard Drinville l'attaque de front en lui faisant une leçon de leadership. François Legault joue à la belle-mère pendant que Jonathan Julien patine et l'ex-ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, s'en lave les mains. Voici le résumé en 24 secondes. J'en ai encore pour quelques jours avant d'adopter une position officielle. L'indécision est la pire des décisions. On est tous pour le troisième lien, incluant les 2 candidats. J'ai dit que ça avance, puis que le projet est sur les rails. Naturellement, ça prend un consensus. Et moi, j'avais un échéancier très clair. Par la suite, d'autres ont pris le relais. Alors, Québec et Lévis sont au cœur, aux premières loges de cette course au leadership à la CAQ depuis 10 jours. Le débat tourne autour du troisième lien. Le premier ministre pense que le projet fait l'unanimité, mais on a vu cette semaine qu'il ne s'agit pas simplement de dire que quelque chose fait l'unanimité pour que tout le monde se rallie. J'ai envie de dire, coudonc, est-ce que c'est une course sur le troisième lien qu'on est en train de vivre ou une course au leadership? Alexandre? Je pense que c'est normal que certains dossiers prennent plus de place que d'autres dans une course à la direction. Une course à la direction au Parti québécois, c'est presque toujours une course à savoir comment on va faire la souveraineté, puis les avis divergent. Des autres, là, oui. Mais là, à la CAQ, le gros sujet, ça reste le troisième lien. C'est juste que cette course à la direction-là, elle survient à un mauvais moment pour la CAQ. Premier élément, c'est que le ministre responsable du dossier, Jonathan Julien, n'a pas encore pu nous présenter la nouvelle mouture du projet. Donc, on est face à un projet qui, de manière concrète, n'existe pas. Alors, tant que quelque chose n'existe pas, c'est le bon moment de le remettre en question. Ça, c'est pas nécessairement bon là, pour la course à la direction. On est en année électorale. Ça fait presque 10 ans que la coalition Avenir Québec défend le projet de troisième lien. C'est un projet qui est très clivant. Là, si on se rend compte que c'est un projet qui est peut-être pas payant en prévision des prochaines élections, c'est le temps de l'abandonner. Mais là, il y a des gens qui voudraient qu'on continue à s'y coller. Il faut trancher ça avant la prochaine élection. Et la troisième chose, c'est que François Legault est encore, jusqu'à preuve du contraire, le chef de la coalition Avenir Québec et le premier ministre du Québec. Alors, c'est pas comme si le chat était parti et les souris pouvaient danser. Et on l'a vu cette semaine. Tant que le chef, le fondateur du parti, la figure qui défend le plus le troisième lien, sera à la tête du parti, ce sera difficile de dire ouvertement qu'est-ce qu'on en pense de ce projet-là. Olivier? Je pense que c'est incontournable qu'on arrive à ça parce que le troisième lien, à l'échelle du Québec, est impopulaire principalement parce qu'il va coûter très cher et que la preuve de sa nécessité n'a pas été faite. Et à Québec, il est impopulaire parce que le tracé retenu ne rallie personne. Ce tracé central-là,
Il n'y a personne pour l'appuyer Ouais. publiquement. Et je ne dis pas qu'il n'y a pas des résidents de Québec qui y voient des qualités, là. Non, il y a des gens qui veulent un troisième lien, mais celui qui est sur la planche à dessin, c'est pas celui que les gens souhaitent avoir. Exactement. Alors, on sait qu'il y a des candidats, ou enfin, il y a certainement une candidate présentement qui veut prendre ses distances de l'héritage de M. Legault. Et on a vu aussi que M. Drainville, quand même, se positionnait en contradiction à un héritage clair de M. Legault. Oui. Mais sur le troisième lien, je pense que si Mme Fréchette avait voulu appuyer le tracé tel que déposé, ce serait fait, là. Alors, elle va désavouer ce tracé-là. Ce qui reste à savoir, c'est la place que va occuper un projet ou un concept de troisième lien dans ce qui s'en vient pour elle. On a presque l'impression que le troisième lien va devenir... il y a un risque que ça devienne la CAQ, le parti avec une seule idée. Hein. Pour l'instant, l'image est très, très forte dans l'actualité. Puis parmi les partisans, Alexandre, de Bernard Drainville, on l'a vu cette semaine, qu'il y en a plusieurs qui ont essayé de jouer la carte de Québec-Montréal. Hein. Les gens de Montréal ne comprennent pas la réalité des gens de la région de Québec, c'est-à-dire Appalaches. C'est Luc Provençal, le député de Beauce-Sud, qui a lancé cette idée-là. Est-ce qu'on est encore là? Est-ce qu'il y a vraiment ça dans l'air, là, cette rivalité-là Québec-Montréal? Oui, au niveau des citoyens, il y a beaucoup ça. Oui, Montréal, dans le discours. Montréal en reçoit, nous, on n'en reçoit pas. C'est toujours Montréal. Il y a ça qui flotte dans l'air, mais on a entendu des députés sortir puis un petit peu se rétracter là, le lendemain quand François Legault est sorti. Où on se situe là-dedans? On se positionne clairement de quelle façon? On se disait la semaine dernière, il y a 2 semaines, est-ce que c'est un boulet, Oui. cet enjeu-là? Clairement, oui. Ouais. En se présentant comme un ardent défenseur du troisième lien de la CAQ, Bernard Drainville met en lumière que le tracé proposé, comme on disait, par son gouvernement n'est pas celui désiré par les gens de la région concernée. Et ils étaient plusieurs à lui rappeler cette semaine. On va écouter quelques extraits. Je vais continuer à rappeler qu'on a besoin d'un lien interrive. Peut-être qu'on a l'opportunité, enfin, d'être écouté pour qu'il soit à l'est. Il faut fermer la boucle dans la région de Québec et c'est la raison pour laquelle on a toujours milité pour un lien à l'est. Bien, moi, c'est mon devoir de dire si ça n'améliore pas ça pour les gens de Québec, je pourrais pas être pour. Stephen Blaney qui vous demande de considérer un autre corridor. Bien, les corridors ont été considérés dans une analyse multicritère, hein? Puis la position a été prise par le Conseil des ministres en juin dernier avec l'analyse multicritère du choix du meilleur corridor, c'est le corridor central. Alors, on entendait Marie-Josée Morancy de la Chambre de commerce du Grand Lévis, Alain Vallière de la Coalition de l'Est, le maire de Québec et le ministre Jonathan Julien qui répondait au maire de Lévis, Stephen Blaney. Alexandre, il y a des acteurs de Lévis qu'on vient d'entendre qui espéraient que M. Drainville irait un petit peu plus loin dans sa position parce qu'avant même qu'il lance sa candidature dans cette course à la succession de François Legault, on avait envie de l'appuyer du côté de la Rive-Sud, mais on levait déjà un petit drapeau en disant oui, mais on aimerait qu'il change le tracé du troisième lien. Est-ce qu'il ira jusque-là? Difficile de le prévoir parce qu'il semble camper sur cette idée-là. Sur la Rive-Sud, le consensus est là. C'est Vraiment. Un tracé à l'est qu'on veut. Ils se sont pas gênés pour le rappeler cette semaine. Effectivement. Puis au début de cette course à la chefferie-là, Stephen Blaney semblait dire « Laissons passer la course à la chefferie. Quand il y aura un nouveau chef, on s'assoira. » Mais force est de constater qu'il a dû sortir parce que quand il a entendu les mots « tracé final oui. », il a peut-être senti la soupe chaude, là, puis il s'est dit « Maintenant, il faut que je m'en mêle. » Oui. Le fait que Mme Fréchette ouvre la porte à une certaine réflexion, est-ce que c'est pas ça qui est revenu donner un petit peu d'espoir aux gens de la Rive-Sud qu'une fois pour toutes, ils soient entendus? C'est sûr, mais il faut quand même réaliser qu'on rebrasse des enjeux qu'on a analysés un peu sous toute leur couture. Là, à Radio-Canada, on a obtenu les travaux préliminaires sur les différents tracés. Oui. Et on sait que si on va dans l'Est, Louise, le pont va être plus haut et plus long que le Golden Gate de San Francisco. Il faut juste réaliser que le Golden Gate dessert la population de la baie de San Francisco, presque 8 millions d'habitants. On n'est pas 1 million dans la région de Québec. Alors, il y a quand même les faits qui sont là. Et Bruno Massicotte, l'ingénieur le disait, là, regardez, c'est en haut de 10 milliards le pont dans l'Est. Il faut qu'il soit assez haut pour permettre le passage des bateaux. C'est très contraignant et on ne parle même pas du zonage agricole parce que dans l'Est, ça fait aussi partie de la problématique. Et du patrimoine visuel aussi, du Vieux-Québec. On n'est même pas allé là, Louise. Alors, si on regarde de l'Est, ça vient avec une facture difficilement justifiable dans un contexte de contraintes budgétaires qu'on connaît au Québec. Là. Puis on n'a pas l'impression que Mme Fréchette, elle va foncer vers un troisième lien
On a peut-être l'impression que c'est plus vers un pont de remplacement qu'elle se dirige en ce Écoutez, moment, pour répondre à la congestion et pas à la sécurité économique. Dans le cas de Christine Fréchette, là, je pense qu'il y a 2 questions qui doivent entrer en collision dans sa tête. Qu'est-ce que je fais pour devenir chef de la CAQ? Puis pour ça, il faut aller chercher le soutien des militants de la CAQ. Les militants de la CAQ le veulent-ils, le troisième lien, ou est-ce qu'ils ne le veulent pas? C'est pas évident. Il faut aller faire des sondages pour le savoir ou il faut essayer de vendre des cartes de membres à des gens qui vont avoir la même position que Mme Fréchette. La deuxième question dans sa tête, ça doit être, après, si je deviens chef, qu'est-ce que ça me prend pour devenir première ministre et en fait, qu'est-ce que ça me prend pour rester première ministre aux élections de l'automne prochain? Puis là, visiblement, la réponse, c'est qu'à l'échelle du Québec en entier, le troisième lien, c'est pas un bon projet dans la tête des électeurs, OK? Là, l'affaire, c'est que les journalistes et les maires et les préfets demandent à des politiciens de jouer aux apprentis sorciers. C'est quoi votre solution? Qu'est-ce que vous allez faire? Et là, pour Christine Fréchette et Bernard Drinville, le plus grand piège, ce serait de s'avancer. Ah oui? Le plus loin qu'ils peuvent aller, c'est de dire s'ils sont pour ou contre le troisième lien comme projet politique en tant que tel. Mais là, de dire, moi, je vais le bâtir là, je vais le faire sous telle forme, excusez, là, ça, c'est pas la job du politique. C'est la job de l'administratif, de proposer les meilleures solutions possibles à un problème qu'on a identifié. Et après, c'est aux politiques de trancher. Et c'est le problème du troisième lien depuis le début. On impose des solutions politiques à un problème dont on n'a pas tout à fait la démonstration. Le jour où on se fiera à l'expertise pour prendre des décisions dans ce dossier-là, tout le monde s'en portera mieux. Oui, mais en même temps, vous avez raison qu'il n'y a pas eu d'expertise sur la sécurité économique, qui est l'argument qui est vendu par la CAQ en ce moment. Mais c'est CDPQ Infra a quand même fait une étude pour dire que si c'est pour des questions de congestion, on ne répond pas vraiment à ce problème-là en créant un troisième lien. Il y a d'autres solutions qui sont proposées par ailleurs. Oui, puis Mme Fréchette, elle a ouvert la porte là-dessus en parlant de court, moyen terme. On sait qu'il y a d'autres moyens de pouvoir améliorer, encore là, la fluidité et pas la sécurité économique, Olivier. Écoutez, moi, dans ce dossier-là, on est vendredi matin, on enregistre le vendredi matin. Là. Moi, ce matin, dans l'entourage de Christine Fréchette, on me disait que l'allocution de la candidate là, est à être rédigée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de pièces encore en mouvement, mais on progresse pas mal. On sait où on s'en va. Et moi, ce que je perçois, c'est qu'on veut avancer une vision qui va être ancrée dans un rationnel. On veut s'éloigner de l'émotivité. Et déjà, le camp Fréchette a commencé à positionner Bernard Drinville comme le candidat de l'émotivité, celui qui réagit promptement, mais qui fait des erreurs. Alors, c'est un petit peu vers ça qu'on s'en va. Oui, on connaît les différentes options. Est-ce qu'on parle d'abaisser le tablier du pont de Québec? Ouais. Est-ce qu'on parle de la voie réversible sur le pont Pierre-Laporte? Mais, on sait qu'elle arrive de l'économie. Mme Fréchette, elle a ses entrées à la Caisse de dépôt et placement. Et on sait que la Caisse, dans son rapport de mobilité en 2024, a très clairement dit qu'un nouveau lien autoroutier amènerait davantage de congestion plus profondément dans le territoire de la Ville de Québec. Et le tracé central, c'est l'illustration ultime, Louise. On sait qu'on s'en va sur Félix-Leclerc, à la hauteur de Le Bourgneuf, où c'est bouché à peu près à toute heure de la journée. Alors, tout le monde et son voisin à Québec sait que ça, c'est peut-être pas une bonne idée, là. En tout cas, puis visiblement, c'est difficile de remettre le couvercle sur la marmite en ce moment. On dirait que les gens, leurs attentes sont très, très, très élevées. Il y aura une suite, évidemment, parce que Mme Fréchette va présenter tout ça bientôt. On va rester sur la Rive-Sud et on garde en tête le troisième lien, pas trop loin. Éric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, qui a rencontré le maire de Lévis dans les derniers jours, Stephen Blaney, mais c'est plutôt cette déclaration qui a retenu l'attention. J'ai effectivement rencontré M. Lehouillier, puis je lui ai parlé à M. Lehouillier à quelques occasions depuis son départ de la politique municipale. Maintenant, je vais continuer à lui parler dans les prochaines semaines et voir avec lui comment il pourrait collaborer, comment il pourrait aider à faire avancer les idées conservatrices. Alors, c'est l'ex-maire Gilles Lehouillier qui retient l'attention ici, qui pourrait reprendre le collier avec les conservateurs. Et c'est à vous, Alexandre Bellemare, que M. Duhem a confié cette information-là cette semaine. Il y avait une rumeur qui courait justement depuis plusieurs temps là, où M. Lehouillier avait été aperçu avec Éric Duhem dans un restaurant en train de déjeuner. C'est sûr que ça ne passe pas inaperçu. Effectivement. Éric Duhem confirme qu'on est loin d'une entente là, pour une candidature, mais c'est sûr que ça serait un candidat de taille. Là. C'est quelqu'un aussi qui se colle un peu au projet d'Éric Duhem, si on veut. Là. On parle d'un pont à l'Est. Déjà, M. Lehouillier a un grand taux de satisfaction auprès... On parle de 70 % juste avant qu'il quitte la politique. Là. Donc, il aurait pu aller pour un prochain mandat et probablement être élu facilement. Là. Et donc, est-ce qu'on peut penser, Alexandre, que M. Lehouillier, s'il faisait ce pas-là, s'il franchissait ce pas-là, deviendrait un peu le candidat vedette dont rêve M. Duhem?
M. Duhem a déjà eu quand même des candidatures assez intéressantes, assez connues. Pensez à Anne Casabonne, qui avait peut-être pas d'expérience politique, mais qui était bien connue de la population. Candidature vedette égale pas nécessairement victoire. Il faut rappeler que les conservateurs de M. Duhem sont déjà bien positionnés dans plusieurs circonscriptions, entre autres principalement dans la région de la capitale nationale, et qui est tout à fait possible pour eux d'aller décrocher des sièges à la prochaine élection s'ils jouent bien leur carte sur le terrain, qu'ils ont une organisation qui se tient, qui cible bien leurs électeurs, qui vont à la rencontre des gens. L'enjeu, il est beaucoup plus là, je crois, sur la transmission du message, sur le ciblage des électeurs, sur la capacité à faire sortir le vote le jour du scrutin, beaucoup plus que sur le recrutement d'une candidature vedette. Oui, mais en même temps, on a l'impression que M. Duhem flirte beaucoup. Là. Il y a aussi des candidats à la CAQ, comme Maïté Blanchette-Vézina, qui, elle aussi, se laisse courtiser en ce moment, mais ne se prononce pas. Elle a participé à leur congrès il y a quelques jours, mais ne se prononce pas. On dirait que c'est difficile pour M. Duhem d'aller recruter quelqu'un qui va parler à leurs électeurs. Oui, surtout que présentement, il y a aussi beaucoup de confirmations de candidats qui étaient sur les rangs il y a 4 ans. Alors, c'est pas nécessairement un message de nouveauté qu'on envoie jusqu'à maintenant. Mais moi, je suis assez d'accord pour dire que M. Lehouillier serait une candidature de taille. Pour moi, ça devient une candidature vedette là, sur la Rive-Sud. Il a un capital de sympathie établi. Mais ce que je dirais, par contre, c'est que le projet là, de troisième lien à l'Est du PCQ demeure fragile parce qu'il veut passer, Éric Duhem, par l'île d'Orléans. Ouais. Et ce qu'on ne peut pas oublier, là, c'est que le pont qui est en construction pour rallier la Rive-Nord présentement va comporter une voie dans chaque direction. Alors, il y a un effet d'entonnoir naturel qu'on peut déjà évaluer. Là. Si on amène un trafic de transit sur l'île, je pense que si on gratte ce projet-là, on va se rendre compte qu'il y a ses défauts aussi. Oui. Beaucoup de choses aussi à dire sur le financement du transport collectif. Cette semaine, le gouvernement du Québec confirme la compression de 200 millions de dollars pour les sociétés de transport. Ottawa retranche 5 milliards de dollars de son programme de financement. Et Olivier, ce qui s'ajoute, c'est l'absence d'entente entre Québec et Ottawa pour obtenir ces sommes-là. Il y en a moins, mais en plus, elles ne sont pas disponibles. C'est ça qu'on vous avait raconté cette semaine. Honnêtement, la pression monte dans ce dossier-là. Et ce qui se passe, c'est que le gouvernement du Québec procède à des coupes présentement, 200 millions, entre autres, dans un programme d'aide au transport collectif qui était quand même assez sollicité dans les régions du Québec, mais pas seulement. Dans la communauté métropolitaine de Québec, il y a beaucoup de gens qui ont décrié ces coupes-là, 200 millions. Alors, on coupe de l'argent. Et là, on se rend compte qu'il y a de l'argent à Ottawa. Le nouveau fonds dont vous parlez, il doit entrer en vigueur le printemps prochain. Il y a plus de 5 milliards qui ont été commis à l'échelle du pays, de l'argent en Ontario, de l'argent dans les prairies, rien pour le Québec, parce que, vous le dites, il n'y a pas d'entente. Oui. Mais là, c'est parce que le fonds a été annoncé en 2021. L'appel de projet 2024, et on n'a pas encore d'entente. Alors, sur le terrain, il y a beaucoup de mécontentement. Et cette semaine, Bruno Marchand a dit « Moi, je veux une entente avant les prochaines élections provinciales. Ça urge. » Et la CAQ dit « On veut de l'argent pour le tramway. » Bien, il faut aller le chercher. Bien, exactement. Puis c'est intéressant parce que le ministre des Transports, lui, il s'engage, comme vous l'avez dit, à régler le problème avant l'élection. Et il répondait à une question du député solidaire de Tachereau, Étienne Grandmont, cette semaine, en disant que tout est correct. On va y arriver. On va les écouter. Comment ça se fait que les autres vont chercher notre argent pour financer leur projet de transport collectif et que ce ministre n'est pas capable d'aller chercher une scène de ce programme-là pour aider au développement du transport ici? La réponse du ministre. Quand on regarde dans le passé, on a toujours maintenu, nous autres, que c'était de compétence et que les conditions, c'était les nôtres. Notre compétence, nos conditions. On va continuer comme ça parce qu'on y croit, puis on va obtenir nos sommes sans inquiétude. Regardez, c'est pas notre première chicane fédérale provinciale. On sait qu'historiquement, c'est pas toujours facile pour Ottawa et Québec de s'entendre pour des transferts. Ça, c'est établi. Ouais. Mais dans le transport collectif, le fardeau de la preuve est un petit peu sur la CAQ parce que depuis 2018, il y a eu des retards de projets. On n'a pas été extrêmement proactif pour déposer à Ottawa. Et moi, au gouvernement fédéral, ce qu'on me dit, c'est que ça n'a pas été facile avec la CAQ et ce ne l'est pas encore maintenant. Mais est-ce que c'est réaliste de penser qu'on pourrait avoir une entente avant les élections? Parce qu'on comprend que si on n'y arrive pas avant les élections, il va y avoir un flottement après. Ça va prendre encore des mois avant que le nouveau ministre des Transports puisse négocier pour en arriver à une entente avec le Québec, Alexandre.
Honnêtement, je ne sais pas, Louise. Ah oui? Je ne sais pas si c'est un cadeau que le fédéral a envie de faire au Québec à ce moment-ci, sachant qu'il y a peut-être un changement de gouvernement qui se prépare. Est-ce qu'on a intérêt à laisser traîner ça, le temps de voir quelles seront les priorités des prochains gouvernements? Honnêtement, je ne le sais pas. OK. On parlait de transport collectif, on aurait pu parler de logement ou d'infrastructure parce que ce sont tous des sujets qui touchent les villes et leur budget directement. On sait que les sources de revenus ne sont pas infinies, ça on le sait. Même si les villes déposent leur budget de façon équilibrée chaque année, on sent quand même qu'il faut redoubler d'efforts pour y arriver à Lévis. Le moratoire pèse sur les revenus. On entend parler de compression. À Québec, on doit faire pour 47,5 millions de dollars d'optimisation cette année. Et déjà, on peut citer des comptoirs de services qui ferment, des patinoires qui sont en évaluation et le programme vacances-été qui pourrait être modifié. La solution pour trouver quelques millions, selon l'opposition à l'Hôtel de Ville de Québec, c'est de ne pas déneiger les pistes cyclables. Olivier, est-ce que c'est pas un petit peu des économies de bout de chandelle, j'ai envie de dire, dans les circonstances? Bien, regardez, c'est parce que ça commence à faire plusieurs fois que M. Lachance montre du doigt le déneigement des pistes cyclables. Oui, ça semble être la réponse à toutes les regardez, les si on ne déneige pas les pistes cyclables, on va pouvoir aider davantage de propriétaires à remplacer leur poêle à bois. Là. Si on ne déneige pas les pistes, bien là, il y a peut-être des patinoires qu'on ne fermera pas. Il y a peut-être des programmes vacances-été qu'on va pouvoir maintenir. On dirait que les pistes cyclables, c'est vraiment la solution à tout. Et la seule? Bien, un petit peu, parce qu'encore cette semaine, Louise, vous étiez là, on demandait à l'opposition, est-ce que vous avez d'autres pistes quand même? Parce que c'est pas immense là, comme économie à aller chercher. Ouais. Et on a de la difficulté à sortir un peu de ce discours-là. Et on sait que c'est un discours qui plaît à une certaine base de respect citoyen. Ça aussi, il faut le mentionner. Mais est-ce que ça fait vraiment avancer la réflexion? Alexandre Bellemare, c'est un peu la même chose chez vous. Hein, du côté de Lévis, on parle d'efforts d'optimisation de 8 millions, puis un manque à gagner en partant là, de 14 millions de dollars. Puis là aussi, le mot compression se fait entendre. Absolument. Dernièrement, on a vu là, une quinzaine de patinoires qu'on ferme pour économiser 220 000 $. Puis le Soleil a mis la main sur un document de travail là, qui démontrait 75 propositions, mais parmi celles-ci, la majorité des économies, c'était de l'économie de bout de chandelle. Là, on parle de 20 000 à 50 000 $ par proposition. On parle de décoration de Noël. Tout est évalué. Là. Exactement. Là, on parle d'optimisation largement. Mais M. Blaney n'est pas prêt encore à faire sa présentation. Ses décisions ne sont pas prises. C'est la même chose à Québec aussi, Alexandre? Moi, j'ai juste envie de dire que le monde municipal fait face à un gros mur. Parce que là, les situations budgétaires, c'est bien beau, elles sont équilibrées, les taxes ne montent pas trop. Tout semble bien aller sur papier, mais quand on regarde les déficits d'entretien des infrastructures qui nous pendent au bout du nez dans quelques années et ajouter à ça les déficits du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral, l'argent, il manque. L'Ordre des ingénieurs du Québec a sonné l'alarme sur l'état des infrastructures routières, hospitalières, etc., mais aussi des infrastructures en eau dans les municipalités. Il va falloir trouver de l'argent quelque part et c'est pas d'éliminer le déneigement des pistes cyclables ou de fermer quelques patinoires qui va régler le problème dans 5 ans. Un troisième lien? Et oui, on va se quitter en parlant encore du troisième lien. Merci pour ça, Olivier. Merci, messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis au cours des 24 dernières minutes. C'est une émission qui est produite toutes les 2 semaines, je le rappelle. Québec-Lévis, regard en 24 minutes. C'était Louise Boisvert et je vous invite à une prochaine fois.